Catulle Mendès, La vie et la mort d'une danseuse. À 12 ans, la signorina Marietta Dall'Oro dansait les papillons et les sylphes au théâtre Saint-Charles, à Naples. Par miracle, elle n'avait pas l'air souffreteux qui distingue communément les baladines de son âge, créatures anormales, vaguement désireuses de lumière vive et de vagabondage dans les bois, opprimées par le monde artificiel où elles se débattent. Marietta, démesurément précoce, portait en elle assez de sève pour suppléer aux causes extérieures d'épanouissement. Elle avait grimpé aux arbres des portants et s'était réchauffée au soleil des toiles de fond. Coiffée d'églantines blanches, vêtue de crêpes roses, toute blanche, elle montrait des épaules délicatement charnues. Ses bras, quoique un peu grêles, ne rappelaient en rien la rigidité virginale qui perce au coude de la manche des jeunes personnes. On remarquait sa cuisse déjà musculeuse et son genou nerveux comme celui d'un poulain calabrais. Il y avait au théâtre un certain Guglielmo Teadrito, danseur naguère illustre, qui s'était cassé la jambe droite au plus beau temps de sa gloire, en escaladant par mégarde le mur d'un couvent de filles à Bologne, d'où s'ensuivit qu'il béquilla cruellement jusqu'à la fin de ses jours. Mais la jambe qui lui restait avait du génie pour deux. Grâce au conseil de Tiradrito, Marietta, qui était née avec des ailes aux talons, ne manqua pas de devenir une danseuse admirable, bruyamment applaudie. Et d'autre part, sa beauté mûrissante, que singularisaient encore des arrière-grâces d'enfance, suscitait de nombreuses convoitises. Sa mère, figurante obscure et coquine effrénée, s'entremit aussitôt, décourageant les ladres et les gens de petite extraction. Le général Frimont, prince d'Otrodoco, commandant de l'armée autrichienne en Italie, offrit une parure de 7000 Frédéric, et le prince de Salerne, frère du roi Ferdinand, ne parlait de rien moins, après boire, que d'épouser de la main gauche la signorina Marietta Dall'Oro. Il y avait de quoi faire tourner la tête d'une ballerine. La tête tourna du mieux qu'elle put, et Mariette se fit enlever par un jeune cavalier de Palerme qui ne possédait pas 30 piastres et faisait le métier de poète comique. Pendant 6 mois, les deux enfants, ayant auprès d'eux le seul Tiradrito, se tinrent cachés dans un faubourg de Catane au pied des monts de Sicile. Ce fut un amour souriant, tendre, clair, matinal. La signorina ne s'est jamais souvenue qu'avec douceur de ce pauvre Lorenzo qui faisait de si jolis sonnets et qui avait de si grands yeux. Au commencement de l'hiver, elle s'imagina d'aller danser à la cour de Modène. Ce n'était plus la petite Marietta du théâtre Saint-Charles. La jeune femme avait jailli de l'enfant précoce. Ses lèvres gonflées de sang sous les baisers de Lorenzo contrastaient mieux avec la blancheur du visage, et l'amour était resté vivant dans la profondeur de ses yeux. Trop ingénue naguère et puérilement impatiente, sa danse avait maintenant des ondulations molles et perverses. Il semblait que son corps s'enveloppât dans les ivresses du ballet d'une chaude flamme exhalée de lui-même comme une sueur lumineuse. Et ses gestes étaient des souvenirs d'enlacement dont la caresse prolongée s'imposait au cou des spectateurs vaincus par l'hystérie. Le duché de Modène fut bouleversé totalement. François d'Este lui-même, seul et masqué, vint frapper un soir à la porte de la signorina. En considération de son Altesse et par un effort de génie, la danseuse rénova, jambes nues, cette pantomime oubliée dont sa mère, jadis attentive aux intrigues de la cour des deux Siciles, avait entrevu le mystère, ce tendre pas du châle enseigné par Miss Emma Hart à la déesse Igi, et que Lady Hamilton se rappelait encore au petit souper de la reine Caroline Marie. François IV, extasié,
déclara qu'il reviendrait le lendemain. Mais la signorina disparut au point du jour avec le fidèle Tiradrito. De Florence, où elle séjourna longtemps, sa renommée grandissante conquit l'Italie entière. La Scala se ruina pour l'engager et s'enrichit pour l'avoir engagé. C'est alors qu'elle se lia de tendresse avec un jeune bon cousin de la vente centrale d'Alexandrie. D'où résulta que, par la suite, pour désigner l'époque de son passage à Milan, elle avait coutume de dire, à l'exemple d'une belle princesse illustrée par les poètes, « Lorsque j'étais républicaine », mais la signora d'Allorlo ne s'attardait pas longtemps à la même fantaisie. En dépit des remontrances de Tiradrito qui la suivait de ville en ville, béquillant de pis en pis, elle résilia son engagement, paya je ne sais quelle somme à l'impresario de la Scala et reparut à Naples, où sa mère venait de mourir. Toute larme séchée, Marietta fit de la politique absolutiste avec le maréchal Radetzky, qui avait remplacé le prince d'Ottobroco. Lorsque j'étais autrichienne, disait-elle plus tard, elle ne voulait point danser à Saint-Charles, parce que c'était le temps où les jambes des ballerines, avec leurs caleçons verts, ressemblaient à des tiges de palmier. Et la signorina tenait pour les maillons roses. Mais, après 3 années de paresse délicate et d'amours inconnus, le démon des coulisses, qui harcèle sans pitié, l'obligea de signer un engagement pour Covent Garden. Les brouillards de Londres faillirent la rendre folle de tristesse. Malgré les joies du théâtre, elle garda le spleen tout l'hiver et crut se divertir en épousant Sir William Campbell. Quand on lui mit au front les fleurs nuptiales, elle eut un petit rire. « Pourquoi riez-vous, Milady » demanda l'époux gravement. « C'est, dit-elle, que je me souviens d'avoir porté les couronnes comme celle-ci au 3e acte des ballets, quand Colombine se marie avec Harlequin. » La lune de miel n'avait rien qui pût surprendre Marietta. Sir William y demeura indifférent. 2 ou 3 amants qu'elle prit ne les qu'à peine. De sorte qu'un matin, des malles furent faites à la hâte, et Milady Campbell s'embarqua sur le paquebot de Douvres, à la grande satisfaction de Guglielmo Tiradrito, dont la poitrine se gonflait d'amertume sous sa livrée d'intendant, et qui tout le jour ne faisait autre chose que de battre avec sa béquille la mesure d'un balai ancien. À Paris, les poètes se souviennent encore de Marietta d'Alloro, la belle mime aux lèvres de grenade, qui leur jetait des poignées de soleil au visage et faisait tournoyer dans la valse de Gisèle la furia des tarentelles napolitaines. En 8 jours, la signorina fut célèbre et se révéla parisienne. Elle eut tout ce qu'il convenait d'avoir. Des équipages de luxe, un domestique nègre et le baron de Chalmy, qu'elle ruina comme un ange, et une loge aux bouffes pour les soirs où elle ne dansait pas. Mais on estima généralement qu'elle s'attendrissait outre mesure sur le sort d'un musicien suédois qui lui avait dédié une polka mazurka et se mourait de la poitrine. Il y eut une heure triste, en effet, dans cette vie souriante. Elle s'était prise d'amour, l'aventurière, pour ce jeune homme étranger, tendre comme les enfants malades, qui considérait la tombe d'un paisible visage. Quand il mourut, elle pleura. C'est à ce moment que les journaux annoncèrent le décès de Sir William Campbell, qui s'était pendu à un cyprès par une matinée d'octobre. Cela survint très à propos, et la mort du mari servit de prétexte à porter le deuil de l'amant. Mais les robes noires s'usent vite. La signorina se reprit à courir le monde. En Allemagne, elle fut honorée de quelques rencontres avec la comtesse Morgane de Poleastro, liaison passagère, mansuétude de grande dame pour une courtisane. À Vienne, elle dansa,
puis à Madrid, puis à Lisbonne, sans cesse turbulente et joyeuse comme la clochette d'un bonnet de fou, jeune encore, en dépit du temps qui se hâte, aussi jeune que la petite Marietta du théâtre Saint-Charles, et 1000 fois plus charmante. Était-il bien possible qu'elle eût 40 ans, en effet? Cela l'inquiétait un peu. Elle fut engagée à Saint-Pétersbourg, épuisa des mines de platine, affranchit 100 esclaves, reparut en Espagne, puis revint en Russie. Mais à Moscou, le froid la saisit, elle regretta le soleil et partit pour l'Italie. Sous les arbres d'une promenade à Ferrare, elle retrouva ce pauvre Lorenzo, qui vivait à grand-peine en composant des poèmes d'opéra et des scénarios de pantomime. La misère présente lui avait ravi la mémoire du passé. Il disait « Je suis vieux ». Il se rappelait mal le théâtre Saint-Charles et le faubourg de Catane au pied du mont Gibel. La signorina convint elle-même qu'il y avait bien longtemps de tout cela. Quant à Tiradelito, il n'en pouvait plus. Par une détermination rapide, et se réservant à peine de danser quelquefois devant le miroir quand sa femme de chambre ne serait pas là, Marietta quitta le théâtre. Elle renoua d'une lettre son amitié ancienne avec le baron de Chalmy et vint habiter la France sous le nom de Milady Campbell. 5 années s'écoulèrent. Un soir d'hiver, la danseuse repentie, mais toujours belle et coquette irrémédiablement, se faisait coiffer d'églantines blanches et vêtir de crêpe rose entre les classes d'un boudoir dans ce petit hôtel de l'avenue Marigny, charmant comme un pavillon de Favorite, avec ses vitres peintes et ses balcons légers où fleurissaient des lauriers de Bengale mêlés à des cactus de Chine. Mais le baron de Chalmy, qu'elle attendait, ne vint point. À vrai dire, il écrivit qu'il ne viendrait plus. Quelle raison donnait-il? Qu'il avait 60 ans. Prétexte, dit Marietta, qui en avait 50. Cet abandon la laissait besogneuse. Rentrerait-elle au théâtre? Quelques plis, malaisément dissimulés par le blanc de perle, pareils aux branches d'un éventail qui rayonnent autour d'une charnière, se rejoignaient dans une fossette au bord de son œil. La chair de son cou, jadis si délicieusement blanche, et dont la teinte imitait maintenant celle des vieux ivoires et des dentelles anciennes, se renflait vers le milieu comme si elle avait été parallèlement serrée par 2 fils inaperçus. Enfin, elle était un peu grasse, avec des formes abandonnées. Mais les premières atteintes de la vieillesse avaient plutôt transformé que définitivement altéré sa beauté. Une grâce moite et languissante l'enveloppait. Elle avait la séduction douce de ce qui va n'être plus, comme elle avait eu autrefois le charme acide de ce qui n'est pas encore. Et l'on songeait auprès d'elle à quelque rose opulente et fraîche, qui aurait déjà, comme un attrait de plus, le vague parfum triste qui s'exhale d'une fleur conservée entre les marges d'un livre. D'ailleurs, la danseuse n'était point morte en elle. Elle souffrait cruellement de son renoncement aux joies turbulentes des aventures. L'impalpabilité de ses souvenirs ne lui suffisait pas. Elle avait des rébellions mal contenues. Aux heures où naguère elle allait au théâtre, elle éprouvait cette nostalgie singulière qui fait palpiter, à l'époque de l'émigration, l'aile des oiseaux prisonniers. La chambre où elle se plaisait avait une apparence de loge entre 2 portants, avec ses tentures aux couleurs violettes, ses meubles inusités, ses loques écarlates, éparses çà et là, sa vaste glace haute, fendillée vers les coins, et le pot de vermillon égaré sur une étagère. Elle avait malaisément quitté les locutions familières aux coulisses. Elle n'aurait jamais pu abandonner l'habitude des tutoiements soudains. Et lorsque, dans un bal d'artistes, elle consentait à un quadrille,
Ses jupes longues, par un renversement d'idées, la troublaient comme une impudeur. Elle rentra à l'opéra, et tout alla bien pendant 3 ans, car elle eut un feuilleton, je veux dire un amant, qui s'enfermait tous les vendredis pour noircir 24 feuilles de papier qu'un journal publiait tous les lundis. Mais le feuilleton portait perruque. Dans une querelle à propos d'une petite du corps de ballet dont il avait sans mesure exalté le maillot, Marietta arracha la perruque et la jeta aux pieds de sa rivale. Humilié, le feuilleton, qui savait l'âge de sa maîtresse, l'imprima, et l'engagement de la danseuse ne fut pas renouvelé. Par bonheur, derrière le manteau d'arlequin, elle avait quelquefois souri à un vaudevilliste qui la fit entrer au théâtre de la Porte Saint-Martin. Là, pour obliger une figurante remarquablement perverse qui s'était endettée au profit d'un chanteur comique de café-concert et qu'elle recueillit dans son hôtel de l'avenue Marigny, elle vendit ses diamants. Mais elle en acheta d'autres qu'elle ne paya point. Son mobilier pouvait être saisi. Elle le mit sous le nom de son amie, de sorte qu'un beau soir, celle-ci la jeta à la porte en l'appelant vieille folle, et Marietta pleura amèrement. C'était la première fois qu'on l'appelait vieille. Avec le fidèle Tiladrito, qui l'accompagnait sans relâche, elle alla loger dans un hôtel. À la Porte Saint-Martin, elle avait peu réussi. Un théâtre de premier ordre lui offrit cependant un rôle secondaire dans un ballet nouveau. Elle refusa, et pour vivre, vendit les diamants qu'elle n'avait point payés. Mais, citée en justice, elle dut rendre l'argent et accepta un troisième rôle dans un théâtre de second ordre. Après 30 représentations sans éclat, elle fut congédiée. On disait qu'elle avait les jambes trop grosses. Tout cela la tuait. Pourtant, c'était une grande artiste. Elle avait 55 ans. Un jour, étant très pauvre, elle alla chez le vaudevilliste qui ne devait pas, croyait-elle, avoir oublié son sourire. Il lui offrit 20 francs. Elle les accepta. Chez le feuilletoniste, où elle se présenta ensuite, elle ne fut pas reçue. Dans la rue, en se retournant vers la maison de son ancien amant, elle vit à une fenêtre la petite du corps de ballet, aujourd'hui premier sujet, qu'il avait reconnu et riait aux éclats. « Ce manche à balai, dit Marietta, car il faut bien se venger. » Une autre fois, elle n'avait plus que 10 sous dans un vieux porte-monnaie déchiqueté. Elle sonna à la porte du baron de Chalmy. Elle pensait « Il est gentilhomme, celui-là. »« Vous voulez parler à mon père, madame ?» demanda une toute jeune fille qui apparut, curieuse, derrière le domestique quand la porte fut ouverte. La vieille pécheresse rougit. « Oh non, non, mademoiselle, dit-elle, je me suis trompée d'étage. » Marietta et Tiladrito vivaient une vie triste, où l'on s'étonne chaque matin d'avoir mangé la veille. Il y avait rue de la Tour d'Auvergne un cours de danse dirigé par un ancien militaire. Marietta acheta cet établissement. Elle n'avait point d'argent, mais elle en promit. Le mardi, elle donnait un bal. On sait ce que c'est que ces sortes de bals. À la porte, personne ne payait, bien que Tiladrito, rogue et roide, fût assise au contrôle. Mais à minuit, on buvait du champagne. Cela rapportait un peu d'argent. Marietta composait des ballets. Elle les exécutait elle-même, avec les moins sottes de ses élèves, car elle avait des élèves qui ne la payaient point. Un soir, dans un coin de la salle de bal, elle laissa tailler un baccarat. Ensuite, on joua tous les mardis. Quelques personnes trichèrent. On racontait que Marietta partageait les profits. Ce n'était pas vrai.
en somme un tripot, de sorte que la police, bientôt informée, fit irruption une nuit, saisit les cartes et jeta les joueurs dans la rue. Les hommes pestaient, les femmes riaient. On fit venir des fiacres et tout le monde rentra chez soi, à l'exception de Marietta et de Tiladrito, qui demeurèrent sur le trottoir par la double raison que, la caisse du contrôle ayant été saisie, ils n'avaient pas d'argent pour prendre une voiture et que leur seul domicile était la salle de bal d'où l'on venait les expulser. C'était pendant le carnaval, en février. Il tombait une petite pluie fine, très fine, presque rien, un brouillard. Mais il faisait beaucoup de vent. Coiffée d'églantines blanches vêtues de crêpe rose, Marietta avait une jupe courte qui laissait voir ses jambes encore belles. Les nuits sont très longues. Que faire dit la danseuse. La bise lui mordait les mollets. Venez, dit Tiradrito, je connais le contrôleur d'un bal de carrière. Il nous fera entrer pour rien et vous vous réchaufferez. Ils allèrent, mais le contrôleur ne voulut les laisser passer qu'à la condition qu'ils offriraient un saladier de vin. Soit, dit Tiradrito. Comme il avait beaucoup de mauvaises connaissances, il espérait trouver quelqu'un dans le bal qui lui prêterait 20 sous. Il rencontra un de ses amis, en effet, qui lui emprunta 2 francs. Le saladier but, fallait le payer. Il eut une querelle avec le garçon. On les conduisit au poste où ils couchèrent. Que c'est sale, dit Marietta en entrant. Cette nuit-là fut triste. Non loin des fortifications, du côté de la barrière de l'école, il y a des maisons décriées où dorment des mendiants. Et c'est dans un de ces taudis que logèrent dès lors les 2 misérables. Marietta toussait beaucoup parce que les fenêtres ne fermaient point. Elle avait maigri, elle avait 64 ans, elle était hideuse. Elle disait « Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai un miroir. » Cependant, de quoi vivait-il? Guglielmo Tiladrito, qui sortait dès le matin et ne rentrait jamais avant la nuit tombante, rapportait quelques sous. Parfois. J'ai emprunté, disait-il. Un jour, Marietta, en se promenant au soleil, entendit un air de danse joué par un accordéon dans la cour d'une maison prochaine. Elle se souvint d'avoir dansé sur cet air autrefois devant François d'Este, duc de Modène. Elle soupira et, rêveuse, entra dans la cour. Sordidement vêtu, Tiladrito jouait de l'accordéon en frappant la mesure avec sa béquille et en disant « Mesdames et messieurs, n'oubliez pas un pauvre infirme, s'il vous plaît. » Marietta lui sauta au cou. « Joue, joue encore » cria-t-elle. Et alors, relevant sa jupe de vieille laine rougeâtre en lambeaux, montrant ses noires jambes maigres dont l'une était sans bas, elle se mit à danser, haillonneuse, échevelée, horrible, cette danse oubliée dont sa mère, jadis attentive aux intrigues de la cour des 2 Siciles, avait entrevu le mystère, ce tendre pas du châle enseigné par Miss Emma Hart à la déesse Hygie, et que Lady Hamilton se rappelait encore au petit souper de la reine Caroline Marie. Une cuisinière qui traversait la cour les appela. « Puis un singe !» Dès lors, ils mendièrent ensemble. Ils jouaient, elle dansait. On leur donnait parce qu'ils faisaient rire. Elle put acheter un miroir et un pot de fard. Mais le rhume de Marietta était devenu un asthme. Un jour, elle dit « Je suis malade » et se coucha. Le lendemain matin, elle se trouvait mieux. Mais le soir, elle mourut étouffée.
Quand les chevaux des corbillards ont des plumes blanches, cela coûte très cher. Ils en avaient au convoi de Marietta. Tiradrito seul le suivit. Comme il avait cassé sa béquille la veille en enfonçant une porte, il fallait, pour marcher debout, qu'il s'appuyât des deux mains à l'arrière-train de la voiture. À la sortie du cimetière, 2 hommes de police le prirent au collet en lui disant qu'il avait volé pour 500 francs de bijoux dans la boutique d'un orfèvre. 2 mois plus tard, il fut jugé, et on l'expédia dans une maison de détention au lieu de l'envoyer aux galères parce qu'il avait 77 ans.